Europe 1, il est 8h32, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Eh bien ce matin, une de vos journaux, il n'y a plus de rêve. Tout est abîmé, même les paillettes ont un éclat plus terne cette année. La Croix, le grand marché de la Croisette, Libération, Cannes, à quoi ça sert? Et juste à côté, sur la une de Libé, alors moins glamour que la chute de rein d'une actrice sur tapis rouge, la photo de François Hollande. 49.3, pourquoi ça le dessert? L'opinion enfonce le clou, le 49.3 sonne le début de la fin. Et pendant ce temps, ça s'agite à droite. Le Figaro, l'offensive libérale d'Alain Juppé. Bon, la presse ce matin, ce ne sont pas des lettres, ce sont surtout des chiffres. 49.3. Oui, et des mots aussi, des mots qui suffisent à donner l'ambiance. Aveu d'échec, défaite cuisante, aveu de faiblesse, claque aux députés, ratatouille électorale. Mais en fait, derrière les commentaires sur cette motion de censure éventuelle, c'est la question du fameux modèle social français qui ressurgit. Dans le Figaro, évidemment, on se délecte de la situation. Manuel Valls obligé de se poser en gardien des grands principes et des valeurs face à cette droite qui mettrait en cause le modèle social, une droite aidée potentiellement par les votes des frondeurs. Heureusement pour lui, la publication du livre-programme d'Alain Juppé tombe à point nommé. Le Monde résume. Avant la primaire, les candidats de droite se lancent dans une surenchère libérale. Et les Échos de se pâmer et le Figaro de saluer une saine émulation. Paul-Henri Dulimbert rappelle avec des frémissements d'horreur qu'Alain Madelin en 2002 était considéré comme un danger public par la plupart des dirigeants RPR et UDF. Ce temps est loin, nous dit-il, puisque d'ailleurs, comme le souligne Le Monde, il n'y a plus guère qu'Henri Guénaud, le séguiniste, pour se désoler de ce qu'il appelle cette synthèse entre Thatcher et Schröder. Oui, il faut de la liberté, dit-il, mais la liberté, ce n'est pas l'idéologie néolibérale telle qu'on l'a subie depuis une trentaine d'années. Alors, sur le fond, vous nous parlez de l'organisation du travail et de cette idéologie néolibérale. Mais parce que c'est dans Libération qu'on trouve un article qui permet de comprendre en fait ce qui se joue derrière ces débats autour de la loi travail. Un texte du psychanalyste Roland Gori qui revient sur les bouleversements introduits au début du XXe siècle par la fameuse organisation scientifique du travail de Taylor. L'étude systématique des gestes requis pour un acte professionnel afin de les régler sur le modèle étalon le plus performant. En toile de fond, il y a la croyance en un déterminisme naturel des lois qui organisent le travail comme l'économie et qui relèverait de la pure nécessité technique à laquelle il conviendrait de civiliser hier les ouvriers, aujourd'hui l'ensemble des professionnels. Le système tayloriste, nous dit-il, au nom de l'efficacité, s'est généralisé à l'ensemble des métiers. Le tout régulé, comme l'avait d'ailleurs prédit Taylor, par le consommateur, soucieux d'obtenir les prix les plus bas et donc de limiter les revendications salariales intempestives. Le préfacier de l'édition française de 1927 du livre de Taylor reconnaissait le caractère anti-républicain du projet puisqu'il s'appuyait sur une rationalité purement utilitaire, instrumentale, en méconnaissant la substance sociale de l'homme et son besoin de solidarité. Alors, on attend une réflexion, une réponse, par exemple, des candidats à la primaire de droite. Bon, Natacha, qu'est-ce que c'est que cette histoire de loi toilette à présent? Ah oui, ça peut paraître anecdotique, mais figurez-vous qu'on s'écharpe aux États-Unis sur le Bathroom Bill, donc la loi toilette. Une loi adoptée par la Caroline du Nord qui, comme l'explique Le Monde, oblige les usagers à utiliser les toilettes correspondant à leur sexe biologique. Bref, les transgenres ne peuvent pas changer de toilette même quand ils ont changé de sexe. Le Monde nous dit que les Américains seraient majoritairement hostiles à cette loi, mais le Figaro, lui, y voit une réaction au maximalisme d'une gauche américaine qui affirme que le monde n'est pas binaire et sexué, mais fluide et indifférencié. Comme le résume d'ailleurs une universitaire militante, on peut se sentir homme le matin et femme le soir, et l'on doit pouvoir avoir accès aux toilettes de son identité du moment. Le Figaro, alors c'est intéressant, donne d'ailleurs des chiffres contraires au Monde et nous explique qu'une majorité d'Américains se prononcerait pour le maintien de toilettes différenciées. Derrière l'anecdote, il y a un sujet crucial en fait. Le droit des minorités doit-il prévaloir sur le fait majoritaire qui serait toujours tyrannique? Je vous plains, mesdames, si un jour vous devez venir dans nos toilettes. Bonne chance. Allez. En effet. Allez, on termine avec quoi? Un petit peu de distraction? Mais oui, parce que dans un monde où l'on édicte des lois sur les toilettes, on peut aussi développer des activités aussi essentielles que d'apprendre les échasses landaises sur un tronçon d'autoroute. Oui, réjouissez-vous. L'Opinion nous présente la fête de l'autoroute qui aura lieu
lieu le dimanche 22 fête de mai. l'autoroute. Oui, au bonheur, aux félicités suprêmes. 15 tronçons seront fermés aux voitures pour, je cite, changer le regard sur les sociétés d'autoroutes en mettant en valeur un patrimoine et un bien commun sur un mode décalé. C'est merveilleux. Alors, il y aura aussi des arts du cirque, des ateliers cuisine, un concours de pétanque, un cours de Zumba. On se demande vraiment de quoi se plaignent tous ces réactionnaires défenseurs d'un modèle social archaïque. La modernité, c'est beau, c'est la dérégulation libérale et les cours des chasses sur autoroute piéton. Merci Natacha Polony, la revue de presse qui revient demain au galop à 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain.